L'histoire est très belle puisque je me rends chez des gens qui souhaitent déménager et donc vendre tout ce qu'il y avait dans leur maison, que leur arrière-grand-père était un diplomate aventurier qui avait passé énormément de temps dans les îles grecques et à Chypre. Donc je me rends dans la maison, je vois des pièces et il y avait une caisse qui traînait près de la cheminée avec des vieilles couvertures. Il me montre la caisse et dans la caisse, en fait, il y avait plein d'objets. Chaque objet d'art a une histoire à raconter. Une histoire qui devient mythe. Un mythe qui devient légende. Bienvenue sur Rosso Antico, le podcast qui explore le marché de l'art et ses coulisses. Découvrez les histoires inspirantes des femmes et des hommes, experts, galéristes, collectionneurs, qui agissent à l'unisson pour rendre ce secteur vibrant et riche en découvertes, avec l'amour et la passion pour l'art et la beauté qui les guident au quotidien. Partez pour un voyage unique, où la tradition et l'expertise se mêlent aujourd'hui à l'innovation et à la technologie, où des nouveaux enjeux sociétaux et juridiques rebattent les cartes du secteur et redéfinissent l'essence même du collectionnisme au XXIe siècle. Je m'appelle Borna Scognamiglio, je suis le PDG et fondateur de Mikleman & Co. Et ça, c'est Rosso Antico. Bonjour Bianca, Bonjour Borna, comment ça va? ça va bien, merci. Écoute, je suis vraiment ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bienvenue sur Rosso Antico. Merci, je suis ravie aussi de participer. Écoute, en tout cas, c'est vraiment un plaisir de t'avoir et c'est l'occasion de parler archéologie, antiquité, marché de l'art avec une professionnelle dont j'ai une très grande estime et on peut aussi le dire de l'amitié dans la mesure où on se connaît quand même depuis quelques années. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, c'est l'occasion de parler de ton parcours et de ta vision du marché de l'art dans un sens large. Donc, pour commencer, Bianca, je te demande de te présenter. Alors, je m'appelle Bianca Massard, je suis aujourd'hui experte en archéologie de la Méditerranée pour les maisons de vente principalement, mais aussi pour tout collectionneur ou futur collectionneur qui souhaiterait acquérir des objets antiques ou compléter ses collections. J'ai un parcours assez classique universitaire, licence d'histoire et histoire de l'art à l'Institut catholique, école du Louvre cycle 1, puis master en archéologie à Paris 1 à la Sorbonne sous la direction du professeur Francis Pro. Et ensuite, j'avais commencé Master 2 à Nanterre et j'allais commencer un doctorat que j'ai pour l'instant mis entre parenthèses puisque le travail ont pris le pas sur les études d'une façon assez intense. Et c'est très difficile de mêler les deux. Et pour faire les choses correctement, j'ai mis pour l'instant entre parenthèses le doctorat, mais ça reste dans un coin de ma tête puisque on n'arrête jamais d'étudier dans ce métier. C'est ce qui est fascinant aussi et très enrichissant. Et donc, on garde quand même, malgré le pas des responsabilités professionnelles, cette envie d'apprendre encore et toujours. Donc, ça sera certainement un projet qui sera concrétisé plus tard. Ensuite, eh bien, voilà, donc pendant mon Master 2, j'ai commencé à travailler dans le domaine des expertises, d'abord au sein d'une galerie parisienne chez un antiquaire. Et puis ensuite, très rapidement, pour les maisons de vente et notamment l'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo. En 2017, il y a eu la première vente d'archéologie et depuis une dizaine de ventes jusqu'à aujourd'hui. C'est principalement mon activité depuis ces 10 dernières années. Je m'occupe
de rechercher les objets, d'authentifier les pièces que des vendeurs voudraient proposer en vente aux enchères, Mhm. et aussi, de l'autre côté, d'accompagner les collectionneurs et les acheteurs sur leurs nouvelles acquisitions. Mhm. Écoute, on va revenir, merci beaucoup déjà, et on va revenir justement sur, disons, ces activités du quotidien de ta profession. Mais je voulais aussi savoir, pour revenir au début de ta carrière et de tes études, en fait, qu'est-ce qui a vraiment suscité de l'intérêt pour l'art, l'histoire de l'art? Voilà, est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Oui, bien sûr. Eh bien, l'art, ça a toujours été une passion, une curiosité. Ça commence souvent comme ça. L'archéologie plus particulièrement, puisque lié à l'archéologie, déjà quand on est enfant, il y a tout l'univers mythologique, aventurier, mystérieux, qui est lié évidemment à l'archéologie, aux fouilles, aux grandes découvertes. Donc, ça a vraiment démarré comme une passion d'enfant qui ne m'a jamais quittée, tout simplement. Déjà, quand j'étais petite, j'essayais d'apprendre les hiéroglyphes, l'alphabet grec, je voulais lire en latin, décrypter les langues anciennes. Et puis, évidemment, après, au fur et à mesure de mes études, qui initialement me destinait plus aux sciences politiques d'ailleurs, Mhm. j'ai fini par retourner à ma passion première. L'archéologie est venue quand même dans un second temps dans le parcours académique, puisque quand j'étais à l'école du Louvre, je m'étais plutôt spécialisée en art moderne, Très bien. pas en archéologie, mais disons que la structure des études à l'école du Louvre fait que de toute façon, on attaque par ce qu'il y a de plus ancien et forcément par l'archéologie. Tout à Donc, fait. ça m'avait déjà quand même remis dans une configuration où j'étais très absorbée par les antiquités. Ensuite, j'étais tout le temps dans les musées ou à voyager pour visiter. Et c'était souvent des destinations où les sites archéologiques étaient très présents, où les musées archéologiques étaient très présents. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée dans mon épanouissement personnel, toujours attirée vers en fait le passé et l'antiquité. Super. Euh, donc, c'est vraiment une passion, je dirais presque même une obsession. Voilà. Je pense qu'on est tous un peu sur le même bateau, j'entends de tes mots, mais je te confirme que ça devient vite une obsession. Mais écoute, merci beaucoup pour ce partage et justement pour un peu revenir donc à ton quotidien. Donc aujourd'hui, donc tu travailles pour une maison de vente très prestigieuse et justement tu parlais voilà, des différentes missions et tâches auxquelles tu t'attelles, disons, tout au long de l'année. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui prend le plus de temps dans l'organisation d'une vente auprès de HVMC, par exemple? Alors aujourd'hui, la tâche, disons, la plus importante, c'est évidemment euh, l'authentification des pièces qui devraient être proposées pour une vente aux Mhm, enchères. Parce que il peut y avoir beaucoup d'objets qui nous arrivent en tant qu'opérateurs de vente, des privés, des professionnels qui veulent passer leur objet en vente. La première chose à faire, évidemment, et la chose qui reste principale pour un expert, ben, c'est l'expertise. Donc, c'est l'authentification de la pièce, ses conditions, mhm. son état de conservation, et évidemment, lié intrinsèquement à la spécialité qu'est l'archéologie, le problème des provenances. Je dis problème parce qu'aujourd'hui, ça devient un problème. Eh Avant, oui, qui n'existait pas, et qui aussi le devient puisque c'est une pratique nouvelle qui est imposée à des objets collectionnés depuis le 19e, où ce n'était pas un problème. Donc nous sommes aussi experts, mais je bien sûr. dirais comme des détectives, nous devons aussi faire très attention à l'histoire de l'objet, à l'histoire de son passage de collectionneur à collectionneur. Donc ça, c'est vraiment une sorte de grille Mhm. avec certaines étapes à respecter,
quand on reçoit un objet ou une collection avant de la passer en vente. C'est ce qui prend le plus de temps. C'est le cœur du métier, de toute façon. Voilà. La vente et l'organisation de la vente, ce sont des choses, je dirais, plus d'un aspect logistique et communication qui viennent vraiment après et qui, normalement, d'ailleurs, ne sont pas vraiment du ressort de l'expert. Oui. Voilà, l'expert devrait se contenter à l'étude de l'objet et à la faisabilité ou non de la vente de la pièce et de sa valeur, évidemment, puisque lié à l'expertise, l'estimation de la pièce, sa valeur, qui est aussi liée aujourd'hui, non pas seulement à son authenticité et à son état de conservation, mais évidemment à la provenance qui accompagne l'œuvre. Plus, la provenance est prestigieuse, plus la provenance et l'objet est traçable. Sa valeur, évidemment, change considérablement en fonction de ces éléments-là. Mhm. Bah, écoute, absolument. Et on reviendra un peu plus sur la partie, je dirais, réglementaire. C'est toute une section de ce podcast que j'aime bien aussi développer parce que c'est un peu le sujet d'actualité et aussi un peu sociétal dans lequel nous sommes en tant que Mhm. professionnels du marché de l'art. Mais sur la partie plus, disons, des estimations, euh, aujourd'hui, en fait, un expert, quand il expertise donc, et il estime les objets, il mène des recherches en parallèle, c'est-à-dire il va aller voir des objets similaires, des analogies, aller voir comment tu te règles, quelles sont tes sources, disons, pour estimer au juste prix, aussi pour, après, un client et lui faire, disons, un plan de vente qui soit cohérent avec ses envies, mais aussi après avec la réalité des collections, des objets que tu traites. Alors, le marché de l'art est très fluctuant, comme tout marché, et surtout dans certaines spécialités, moins dans les antiquités, c'est-à-dire que tout l'aspect, entre guillemets, et sans trop être péjorative, de spéculation n'existe pas vraiment dans les objets antiques, Mhm. puisque on a, au fur et à mesure des années et des ventes, des fluctuations qui sont assez minimes, sauf cas très rares, ou alors découverte d'objets qui avaient été mal identifiés dans le passé. Mais Oui. globalement, on a, comment dire, des courbes de croissance ou de décroissance qui sont quand même assez douces. Donc, bien sûr, à même typologie d'objets, Mhm. euh, comparé avec des objets similaires passés dans des ventes précédentes, ça fait partie des recherches de base, Internet, les vieux catalogues de vente, beaucoup Internet maintenant, puisque beaucoup de choses sont accessibles en ligne. Et puis ensuite, il faut pas s'arrêter évidemment à une comparaison par typologie, mais tout va dépendre, je répète, de la provenance de l'objet, de son état de conservation, qui change évidemment d'un objet à l'autre. Euh, donc, pour avoir une idée, Oui. une idée générale, bien sûr, comparée avec des objets similaires déjà passés en vente et voir des résultats, ça aide énormément. Mais ensuite, il faut vraiment ajuster l'estimation en fonction des caractéristiques précises de l'objet en question qu'on a sous les yeux. Et puis, comme pour tout produit, je dirais, selon les pays, selon les marchés, on a plus ou moins nos forces et nos faiblesses par rapport à notre lieu de vente. Euh, de manière assez naturelle, par exemple en ce qui me concerne, j'ai plutôt privilégié les objets égyptiens puisque c'est vraiment ma passion et donc par extension, c'est devenu comme un peu ma marque de fabrique dans les ventes, c'est-à-dire que j'essaie toujours de trouver des pièces vraiment de très très grande qualité en art égyptien, puisque naturellement, c'est ce vers quoi je vais. Euh, En Allemagne, les ventes, par exemple, de céramique antique fonctionnent très très bien, chose que moi, je proposerais peut-être moins à Carlo, même si ça m'arrive. Puis en Angleterre, vous avez encore un autre marché qui est peut-être plus généraliste, surtout sur la grosse statuaire romaine et grecque. Voilà, je veux dire, en fonction aussi des régions, des maisons de vente, etc.,
il y a quand même des types d'objets qui se vendent mieux dans certains endroits qu'ailleurs, même si avec Internet, avec les diffusions et les moyens, les supports de communication qu'on a aujourd'hui, globalement, toutes les ventes sont très, très, très bien mises en évidence pour des acheteurs du monde entier, surtout avec les plateformes spécialisées pour les ventes publiques. Mais quand même, il y a encore aussi la donnée du collectionneur sur place, physique, qui a tendance à venir encore acheter en salle, même si c'est de moins en moins, Tout à fait. qui peut aussi influencer. Et donc, il y a aussi la valeur de l'objet quand on l'estime et son prix après la vente. Ça peut ne pas se vendre, comme ça peut se vendre beaucoup plus cher au-dessus de l'estimation haute. Et tout ça, en fait, une fois que l'objet passe en vente, il y a quand même des dynamiques qui sont bien à différencier de la valeur même de l'objet donné par l'expert. C'est vraiment des choses, je dirais, plutôt exogènes qui vont venir s'agréger au moment de la vente et donner un prix soit qu'on peut attendre, soit parfois qui nous laisse stupéfaits dans le bon sens du terme. Donc, comparer les objets entre eux, c'est très important pour donner une valeur, mais ensuite, il y a quand même plein de choses qui sont inhérentes à l'endroit où l'expert travaille, au marché sur lequel il évolue, qui reste quand même une zone géographique assez définie. Pour les experts, il est rare qu'un expert soit expert dans le monde entier pour des ventes aux enchères. Donc, ce sont toutes ces données qui vont faire on va aussi, nous, affiner nos prix en fonction de ça. Super. Bah, merci beaucoup pour toutes ces infos ton point de vue. D'après ce que tu dis, j'ai aussi l'impression que il y a quand même un rapport de confiance, finalement, un rapport humain qui se crée entre toi, la maison de vente, et le collectionneur, donc celui qui cherche à vendre sa collection et celui qui cherche à l'acheter. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner un peu un ressenti? Comment crée-t-on ce rapport de confiance finalement et qui après, à la mise en vente d'une collection, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Alors, bien sûr, je dirais que en ce qui concerne les ventes pour les experts, ça peut se passer de deux manières différentes. Et en fonction des pays, le métier d'expert diffère légèrement par rapport justement à l'accompagnement de l'expert au vendeur. En France, un expert peut être expert pour plusieurs maisons de vente. Ce sont généralement les maisons de vente qui vont soumettre à l'expert les objets à authentifier. Et dans ce cas-là, l'expert n'est pas forcément en lien avec le vendeur. Il peut exiger de la maison de vente de demander au vendeur évidemment les provenances, les papiers, le contexte de collection, etc. Mais son rôle, c'est vraiment l'expertise. En ce qui me concerne, travaillant, même si c'est de façon indépendante, uniquement avec l'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo, j'ai, avec les années, été en rapport direct avec les vendeurs. Et donc là, encore là, deux cas de figure, soit vous avez un vendeur qui veut vendre quelques objets ou une pièce, et à ce moment-là, bon, le travail est assez simple d'accompagnement, on expertise l'objet, on parle d'une estimation ensemble, on regarde évidemment à quel prix l'objet a été payé dans le passé, etc. Et on en vient à un accord avec le client. Pour ce qui est des collections complètes, c'est bien différent, puisque là, évidemment, on va aussi accompagner, souvent c'est la famille, puisque des ventes de collections entières, ça intervient très généralement en fin de vie d'un collectionneur ou malheureusement en cas de décès et où les héritiers souhaitent se séparer de collections complètes. Et là, le travail est quand même un peu plus particulier dans le sens où on accompagne les gens aussi un petit peu émotionnellement dans le détachement. Un collectionneur, c'est le travail d'une vie, une collection. Hein. Donc, bien sûr, il y a la notion d'authenticité, de prix, mais il ne faut pas non plus oublier que pour certains, ça a quand même constitué une énorme partie de leur vie, de leur être, et il ne faut pas dénigrer ça du tout, même si nous, en tant que professionnels, on est confronté à ça de façon presque quotidienne. Pour un vendeur, c'est unique.
ce moment. Donc, il faut quand même aussi essayer d'un point de vue psychologique et intellectuel, de se remettre dans ce contexte-là. À ce moment-là, le travail est beaucoup plus important, évidemment, puisque on vous Mhm. fait confiance. C'est vrai que ce lien de confiance, il n'est pas seulement dû à un fait, je dirais, professionnel d'un expert, dans sa capacité à bien expertiser un objet. Il y a tout un ensemble de qualités qui souvent sont nécessaires pour pouvoir Bien sûr, accompagner au mieux les vendeurs. Et plus la collection est importante, plus ces qualités sont requises parce que vraiment on rentre dans la vie des gens. Par les objets, on rentre. Non, un objet, c'est un transmetteur d'histoire et de culture, mais aussi de la vie des gens qui l'ont possédé. Ça aussi, c'est un aspect qui est fascinant dans ce travail. Donc, évidemment, les ventes, un acheteur peut acheter dans n'importe quelle maison de vente finalement, surtout quand c'est un collectionneur assez éclairé qui cherche une pièce en particulier. Si il estime que la maison de vente présente bien les choses et que les conditions sont correctes, il va acheter parce que c'est cet objet qu'il cherche. Maintenant, pour les vendeurs, pas toutes les maisons de vente se valent. Pas tous les moyens de vendre sont égaux. L'aspect humain, là, rentre vraiment en considération absolument. et ça peut évidemment faire pencher la balance en ma faveur ou parfois en ma défaveur, évidemment. C'est vraiment aussi en fonction des affinités des gens et aussi Absolument. de leur réflexion sur euh, quel est l'acteur du marché qui va le mieux défendre leurs intérêts, finalement, un peu comme un avocat. Pour les acheteurs, ça peut être aussi le cas, puisque quand vous avez des collectionneurs qui sont géographiquement liés, par exemple, à une maison de vente, fidèles, récurrents, qui vont aussi privilégier un endroit d'achat. Le galeriste et la maison de vente, ce ne sont pas des entités complètement antithétiques, mais elles se complètent, mais elles ont aussi, elles plaisent aussi à des personnalités Ah oui. différentes. Certains clients préfèrent acheter en galerie, préfèrent avoir un seul interlocuteur toute leur vie. Ça se faisait beaucoup dans le passé. Le collectionneur qui avait son antiquaire, qui le conseillait, qui l'accompagnait dans ses collections. Aujourd'hui, pas tous les clients aiment acheter en maison de vente. Certains privilégient la maison de vente parce qu'ils se disent c'est public, les catalogues sont publiés, c'est mis en ligne, il y a une certaine Tout à visibilité fait. globale qui les rassure. Aussi pour les entités de régulation et de contrôle telles que l'OCBC, la police ou je dirais les instances légales de chaque pays en question rapport aux cultures et au patrimoine. Et on se dit peut-être, Mhm. à juste titre d'ailleurs, une vente publique, si elle met les objets en vente, c'est qu'elle peut les vendre. Voilà. Tout à fait. Très clair. Écoute, très très clair. Bien que pour avancer, une question que je pose souvent, c'est quels sont les objets en fait qui ont marqué un peu ta carrière, hein. Donc, les objets que tu as expertisés et, disons, bien sûr, dans le respect de toute confidentialité et anonymat, qui ont été mis en vente et qui ont fait, au-delà aussi du résultat lui-même, qui est quand même un facteur important, mais de manière plus globale pour toi. Alors, mais évidemment, il y a une première pièce, une des premières pièces importantes que j'ai vendues, c'était au tout début de mes premières ventes. Je m'en souviendrai toujours, c'était en juillet 2017. On avait cette mosaïque qui faisait presque 5 mètres de long, donc vous pouvez imaginer le poids et la quantité de tesselles qu'il y avait. Alors évidemment, elle était divisée en plusieurs panneaux. Et en plus, assez rare puisqu'elle était bichrome, elle était noire et blanche, ce qui est plutôt typique des mosaïques qu'on retrouve à Ostia Antica, qui est le port historique de Rome en Italie. Mais cette mosaïque avait été retrouvée en France, dans le centre de la France. Aussi, un témoin de l'exportation des techniques des mosaïques en Gaule romaine et découverte au 19e siècle et restée dans la même famille depuis, en fait, finalement. Elle représentait le dieu Océan,
Donc, cette énorme tête sur tesselle donc de couleur marbre noir, avec cet énorme personnage barbu d'où s'échappent des pinces de crustacés, et puis une série très caractéristique de ces mosaïques à thème marin, de petits poutis qui chevauchent des dauphins. Ce qui est très émouvant, c'est qu'elle a été préemptée, donc elle est retournée dans sa ville d'origine. Une belle histoire, évidemment, voilà, par rapport aux législations, c'est une pièce qui, par exemple, ne pouvait pas être exportée hors de France, puisque découverte en France, venant du sol français, et donc les musées nationaux n'avaient pas autoriser la délivrance d'un passeport culturel et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas exporter l'objet hors du territoire. Donc, bel objet, belle émotion et aussi fierté puisqu'elle a été présentée par le musée. Ensuite, il y a eu quelques objets assez aussi émouvants, plus par leur histoire finalement que par rapport à la valeur, même si des objets qui ont quand même fait des jolis records en enchères. Une tête chypriote, une tête de prince en calcaire. L'histoire elle, est très belle puisque je me rends chez des gens qui souhaitent déménager et donc vendre tout ce qu'il y avait dans leur maison. Et ils pensent avoir quelques pièces archéologiques puisque leur arrière-grand-père était une sorte justement de diplomate, aventurier, qui avait passé énormément de temps dans les îles grecques et à Chypre. Ah, Et donc, ils ont quelques souvenirs de leur arrière-grand-père. Donc, je me rends dans la maison, je vois des pièces, pas vraiment des pièces très importantes, des choses intéressantes, jolies, bonnes, mais rien d'extraordinaire. Et puis, donc, la maison était déjà pratiquement toute en cartonné, je dirais. Il y avait des cartons, des pièces de partout. Et il y avait une caisse qui traînait près de la cheminée avec des vieilles couvertures, d'où s'échappait une main en marbre. Donc, je leur demande ce que c'est, si je peux regarder. Ils me montrent la caisse et dans la caisse, en fait, il y avait plein d'objets archéologiques, dont une tête environ de 15 centimètres de hauteur, cette très belle tête. ah, Et je leur dis, mais ça, en fait, c'est des objets super. Ils me disent, ah bon, oui, c'est vrai, on avait oublié. Ils allaient mettre ça au marché le week-end et accompagnant tous ces petits objets, dont cette jolie tête, un carnet de notes datant du 19e de leur arrière-grand-père qui décrivait tous les objets, les endroits où ils avaient été trouvés, etc. Et pour la tête, une lettre du musée du Louvre d'un conservateur qui expliquait que cette tête était très intéressante car probablement le corps de la tête mhm. était au Louvre, offert par l'arrière-grand-père quand il était retourné de son voyage à Chypre. Donc voilà, ça aussi c'était, pour le coup, c'était une belle découverte, une deuxième fois, je dirais, puisque j'étais pas venue pour ça chez les clients. C'était une vraie surprise. Ensuite, il y a eu cette tête, Mhm. cette tête de cheval en ivoire absolument extraordinaire d'époque hellénistique, un travail inouï puisque la tête avait quand même des dimensions assez considérable pour un objet en ivoire d'époque antique. Elle était assez grande, aussi venant d'une vieille collection du sud Mhm. de la France, héritée par l'oncle de cette dame qui avait mis les objets en vente. Cette tête a fait un très joli prix aussi en vente aux enchères. Et puis dernièrement, j'ai eu quand même la chance de vendre la dernière partie de la collection Vérité. C'est une vente qui a évidemment suscité beaucoup d'intérêt. Bien évidemment, quand on fait des ventes d'un seul et même collectionneur, l'engouement et l'intérêt des acheteurs est bien supérieur parce que vous vendez, encore une fois, pas seulement des objets, mais toute l'histoire d'un collectionneur. Et les objets, plus que n'importe quand, ont besoin d'être accompagnés d'une histoire. Alors justement, ça m'intéresse beaucoup ce sujet-là dans l'évolution du marché et des collectionneurs et des acheteurs parce que il y a beaucoup de hype, évidemment, pour les marchés de l'art un peu plus
contemporains modernes, qui peut-être eux-mêmes, je pense, savent mieux se vendre vis-à-vis des désirs, de la demande, des potentiels collectionneurs d'aujourd'hui. Mais justement, pour le marché des antiquités, ça m'intéresse beaucoup parce que d'après tout ce que tu dis, Bianca, et je trouve que c'est émouvant, vraiment, la manière dont tu racontes tes aventures de découverte, recherche, derrière, il y a des personnes qui ont collectionné, qui ont vu, touché ces objets, mais il y a bien sûr les objets eux-mêmes, les civilisations, les siècles. Et en fait, tout ça, je parle bien sûr, je suis pas trop impartial parce que je suis moi aussi archéologue, donc je suis passionné autant que toi. Donc je dirais que c'est tellement plus fascinant et plus intéressant un objet archéologique plutôt que euh, le dernier objet d'un artiste contemporain. Je ne les mets pas en opposition, mais on se comprend. Ce point-là est vraiment, pour moi, il est clé dans la définition et l'évolution du marché dans les années à venir, avec le risque pour moi concret que finalement, on risque en fait de faire disparaître des histoires, une histoire et un secteur, alors que finalement, ça a toute sa légitimité. Alors, après 7 ans, moi, j'ai 34 ans, je ne l'ai pas dit au départ de l'introduction, mais tout ça pour dire, je suis quand même jeune dans ce métier, dans ce travail, et faire naître une passion ou faire naître un intérêt aux nouveaux collectionneurs, et quand j'entends par nouveaux collectionneurs, c'est-à-dire des générations 25-45 ans qui aiment l'art, qui voudraient acheter des objets, même si dans un premier temps, c'est simplement pour décorer la maison. Comment les faire arriver à l'archéologie? Parce qu'ils y viendraient absolument pas du tout par eux-mêmes. Pourquoi? Parce que il y a une grosse différence entre l'objet ancien et l'œuvre d'art contemporaine. L'objet antique avait une nature, une fonction. Il n'est pas né d'un souci esthétique ou d'un besoin décoratif. Ce sont la plupart des objets qu'on retrouve aujourd'hui, des objets cultuels, votifs, rituels, aussi d'ornement d'apparat, mais qui avaient toujours un sens. Ils étaient fabriqués pour une raison précise. Ensuite, euh, on va dire que les techniques d'artisanat, les artisans qui excellaient dans leur domaine, font qu'aujourd'hui, ces objets sont d'un esthétisme et d'une beauté pour certains exceptionnels. D'ailleurs, on dit encore aujourd'hui que, je prends le cas de l'orfèvrerie étrusque avec le travail de granulation. Vous parlez avec n'importe quel grand joaillier aujourd'hui, il vous dira on ne saurait pas refaire ce qu'il faisait. C'est valable pour l'art égyptien, Bien leur sûr. travail de symétrie, d'équilibre, par rapport aussi à leurs outils. Si on réfléchit 5 minutes, on se dit quelle prouesse pour plein d'objets de plein de cultures différentes d'ailleurs. Bon, des objets qui d'ailleurs, 2000, 3000, 4000 ans plus tard, sont encore parmi nous, pour certains intacts. Je veux dire, rien que ça, en soi, c'est un exploit. L'œuvre d'art contemporaine, mais ça, c'est né aussi avec Duchamp, ils ont, en fait, il y a eu toute cette gamme d'artistes, je dirais, post-Picasso, qui ont créé des concepts. Donc, c'était un discours qui tournait autour d'une œuvre et qui rendait l'œuvre intéressante. Le discours de la personne, du critique d'art ou même de Mhm. l'artiste. Donc, l'histoire, elle était déjà faite et l'objet était déjà amené avec une histoire et donc avec potentiellement quelqu'un qui allait être captif et capté par cette histoire. Bien sûr. Or, nous, dans le secteur des objets antiques, on n'est pas habitué. On pourrait très bien raconter des histoires extraordinaires. Si vous n'expliquez pas aux gens, si vous ne racontez pas tout ça, si vous ne recontextualisez pas tout ça, si on n'y met plus l'histoire que nous, professionnels, on connaît, que souvent le collectionneur qui vient chez nous connaît, puisqu'on se parle entre connaisseurs. Et il y a toute une partie, peut-être, de nouveaux collectionneurs qu'on ne capte pas parce qu'on ne sait pas les capter, parce qu'on oublie de raconter l'histoire. Finalement, on utilise tous maintenant ces réseaux sociaux. Ça marche très bien. C'est des micro-histoires, c'est de la micro-communication, mais qui a un impact énorme. Si on n'utilise pas aujourd'hui les techniques d'aujourd'hui contemporaines à notre façon de communiquer et de partager l'information
dans notre métier, on va encore rester un petit peu poussiéreux. Les foires ne suffisent pas, les ventes aux enchères ne suffisent pas. Il faut capter le public par une histoire. Et une histoire en plus qui est déjà existante, mais qu'il faut synthétiser, formuler et présenter d'une manière à capter l'attention des nouvelles générations, tout simplement. Et amener la réflexion vous possédez un objet, vous possédez pas seulement quelque chose de joli, mais vous possédez un morceau d'histoire et de notre patrimoine mondial commun, puisqu'on a tous un ADN historique qu'on partage finalement. C'est ça, exactement. Bah, écoute, Bianca, merci infiniment. Et je ne peux que partager à 100% ce que tu dis. Et justement, pour aller vers la fin du podcast, pour moi, aujourd'hui, il y a une sorte de triptyque entre le marché de l'art, ses professionnels et les objets en tant que tels. Il y a les collectionneurs, les envies, les modes qui passent et qui évoluent. Et donc, ce que tu disais, c'était absolument pertinent. Et la troisième tête de ce triptyque, c'est la société dans laquelle nous vivons qui peut évoluer et les lois qui vont avec. Les lois qui peuvent être nationales, européennes, internationales. Et aujourd'hui, comme beaucoup de tes confrères et consoeurs avec lesquels j'ai pu déjà discuter, on est aujourd'hui dans un moment charnière dans lequel il y a un énorme risque pour moi de faire tout court, faire disparaître le secteur. Alors, est-ce que c'est une volonté parce que c'est les mœurs qui ont changé et en fait le passé est devenu quelque chose à diaboliser. Ouais, je pense que ce problème, il est encore une fois lié à une mauvaise communication entre les deux parties, à savoir ceux qui s'occupent de faire les lois et de les mettre en application et de les faire appliquer, et les gens qui sont de l'autre côté, comme nous, qui alimentent le marché. Si demain, il n'y a plus de marché de l'Antiquité, imaginons, c'est fini. Ça commence déjà par la restitution de plein d'œuvres qui ont été, par exemple, prises pendant les campagnes napoléoniennes aux divers pays concernés, etc. Quand on crée des précédents comme ça, on ouvre la boîte de Pandore. Pourquoi? Parce que on ne, on applique à un cas particulier qui n'est pas forcément, comment dire, aussi bien présenté. On diabolise, comme tu viens de dire. C'est un terme qui est assez nécessaire aujourd'hui puisque les médias tournent et en allant à raccourcir le discours, on finit par créer des caricatures et des caricatures qui sont évidemment diaboliques en nous présentant comme de vilains trafiquants de l'ombre qui spolient les pays depuis la nuit des temps. À quoi ça a servi? Ça a servi quand il y a des gens qui ne peuvent pas voyager. Comment ils font pour découvrir d'autres cultures? Ils vont au musée. Comment on fait pour valoriser un patrimoine de pays par leur art, par leur culture? En allant dans les musées des pays développés et en donnant envie aux gens ensuite d'aller découvrir ces pays-là. Bon, ça existe depuis toujours. Aujourd'hui, on le voit aussi dans les programmes scolaires. Je vais faire très court. Euh, on efface, on élague, on taille dans le gras, on enlève, on enlève, on enlève. Faut plus parler de ça, faut plus dire ça, faut plus parler de colonialisme, faut plus parler d'esclavagisme, faut plus dire rien. Il faut enlever les statuts des colonisateurs, etc. Non mais l'histoire, c'est ce qui a été passé, acté. On ne peut pas culpabiliser ou réparer les erreurs de gens qui sont morts et enterrés. Quel sens ça a? À part justement de créer des précédents qui après n'ont plus de fin. Et aujourd'hui, si on enlève le marché des antiquités, on enlève la valeur des objets, on leur retire cette valeur. Donc, si on enlève la valeur d'un objet qui n'est plus commercialisable, j'entends en respectant les règles imposées, etc. Bon, mais quand même, il y a des objets qui sont encore commercialisables. Bon, si demain, il n'y a plus ça, il n'y a plus d'intérêt. Il n'y a plus d'intérêt. Ça ne fait plus rêver. Si, les gens vont continuer à aller dans les musées, comme toujours, mais bon, voilà, encore une fois, il y aura plus d'histoire, il y aura plus de records de vente, il y aura plus d'histoire de collectionneurs. Raccrocher à ces objets historiques. Le marché, quand même, maintient
une certaine attraction et intérêt pour le patrimoine. Et bien évidemment qu'il faut faire attention aux déviances, bien évidemment qu'il faut faire attention à tous ces pays pleins d'histoires qui ont connu des guerres où des objets sont encore ces 20, 50 dernières années sortis légalement. J'entends. Et bien évidemment qu'il y a tout ce contrôle à faire et à respecter. Sans parler du marché du faux, ça pourrait donner lieu encore à un sujet d'un autre podcast. Mais aujourd'hui, ces restrictions qui sont de plus en plus dures et rigides obligent les gens à se tourner parce qu'il y aura toujours des collectionneurs, il y aura toujours des gens passionnés, il y aura toujours des gens qui voudront acheter. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, essayer de dévier le cours de l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va prendre un autre parcours, elle va continuer à couler, mais d'une manière moins correcte, moins régulée et voire dangereuse. À quoi ça sert? Donc, il vaut mieux essayer de prendre conscience que, tout comme ces objets ont une histoire, le collectionnisme a aussi la sienne et la culture de posséder des objets existe depuis bien trop longtemps Eh oui, pour l'effacer. Et en tout plus, à fait. elle permet quand même la transmission de valeurs, la transmission d'informations qui est essentielle pour nous en tant qu'êtres humains. Bah, Et bien sûr. aujourd'hui, essayer de ramener ça à ouais, c'est pas bien de collectionner de l'Antiquité parce que vous spoliez des pays, c'est trop facile. Ça doit être régulé, évidemment. Mais il y a aussi dans certains pays des pays, malheureusement, qui n'ont pas euh, les capacités de mettre en valeur leur patrimoine, de le préserver, de le restaurer. Et pour l'image de leur culture, il vaut mieux qu'elle rayonne aussi à l'international. Bien sûr. C'est Mais une lutte entre gouvernement et marchands. Je ne sais pas quel poids on va avoir pour pouvoir essayer de trouver un terrain d'entente, un accord, afin de pouvoir continuer à faire ce travail dans les meilleures conditions possibles et en respectant évidemment les lois qui sont déjà présentes sur les interdictions de commerce d'antiquités qui sont inhérentes à chaque pays. Je veux dire, c'est quand même très complexe comme sujet puisque chaque pays a ses propres lois. Les dates de divulgation de certaines lois aussi ne sont pas les mêmes. Je veux dire, il faut faire attention à tout ça, évidemment. oui, D'un point de vue éthique, moral, on peut se poser la question. Et on peut aussi se poser la question, quel est le devoir du marché de l'art sur les générations qui arrivent, qui sont déjà là? Parce que on ne peut pas rester que dans le digital et dans le dématérialisé. L'objet, on peut le toucher, on peut le posséder, mais à travers la possession, il ne faut pas voir la possession comme quelque chose de négatif. La possession d'une pièce, même si elle est très petite, avec une toute petite valeur, elle peut apporter énormément de choses à un être humain. bah, écoute, Bianca, merci infiniment. On pourrait, je pense, en discuter pendant des heures et l'intérêt ici, euh, c'est vraiment d'avoir bah, déjà ton point de vue et j'espère qu'on pourra l'élargir à d'autres de tes confrères et consoeurs et aussi peut-être créer un débat qui soit constructif parce que je crois que la situation n'est pas encore figée. Pour moi, il faut que dans une lutte d'influence, c'est ça la question, et de société, et de la vision de nos sociétés et du monde à venir, je pense qu'il faut qu'on se pose la question aussi du rôle aujourd'hui, comme tu dis, du marché de l'art, des musées en tant que tels et de la connaissance du passé, musées qui sont en perte d'identité, qui sont concurrencés par d'autres moyens de captivation, de l'attention et de la connaissance. Et donc, les objets que l'on garde dans des entrepôts ou que l'on restitue et qui vont finir dans un entrepôt, peut-être ce n'est pas la meilleure issue. Et que moi, je te parle en tant qu'entrepreneur, il y aurait, qui sait, peut-être une formule qui ferait que on pourrait, par exemple, pour certains objets qui sont demandés par des pays qui veulent leur restitution, peut-être leur donner des royalties par rapport aux revenus générés dans un musée. J'espère
peut-être que ça viendra et ça serait très important puisque donner l'accès à la culture à beaucoup plus de gens et de façon beaucoup plus universelle et beaucoup plus facile, ça sauverait quand même l'humanité d'une certaine forme de déshumanisation. Super. Bianca, dernière question. Comment on peut te contacter s'il y a parmi nos écouteurs des collectionneurs qui veulent vendre leur collection, avoir des avis d'expertise? Comment fait-on pour contacter Bianca Massar? On peut me contacter par mail, par téléphone, sur Instagram aussi. Ma société d'advisoring et d'expertise s'appelle Antea Fine Arts, Anthea. En fait, c'est mon deuxième prénom, qui est un prénom grec d'ailleurs. Donc voilà, Antea Fine Arts, Instagram, Internet d'ici un mois et voilà. Très bien. On mettra ces informations aussi en description de l'épisode, comme ça, ceux qui voudront y accéder facilement, voilà, ils pourront le faire depuis l'épisode du podcast. Bianca, je te remercie infiniment pour ton temps et ta disponibilité. C'était un épisode passionnant et j'espère avoir de bons retours de nos auditeurs. Mais en tout cas, j'étais ravi d'entendre ton histoire, de pouvoir la diffuser et vraiment de sentir ce côté humain derrière un métier, derrière des objets qui ont eux-mêmes une vie. Toi-même, avec bien sûr toutes les personnes de ce secteur, vous contribuez à faire revivre ces histoires. Et je pense que c'est très important pour la mémoire collective de faire ce travail-là, bien sûr dans le respect des règles. Mais je trouve que vous y arrivez au moins toi, avec ta passion, tu y arrives parfaitement et je te souhaite plein de succès. Je te remercie. Merci beaucoup. Merci. Et un bel année à Rosso Antico. Merci Bianca, merci beaucoup, très bonne journée, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à noter Rosantico avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Cela nous aide énormément à le diffuser et à faire grandir notre audience. Rosantico est un podcast produit par Winkelmann & Co, société spécialisée dans les services innovants à destination des professionnels du marché de l'art. Si vous voulez en savoir plus, connectez-vous sur www.winkelmann.co. Merci et à bientôt.